Le 22 décembre 1894, verdict de l'affaire Dreyfus. Une erreur judiciaire monumentale, un pays divisé, des conspirations militaires et un écrivain prêt à tout sacrifier pour la justice. Aujourd'hui, plongeons dans l'affaire Dreyfus. Un scandale qui a secoué la France et révélé les déchirures profondes de son âme. Accrochez-vous, c'est une histoire de trahison, de courage et de secrets bien enfouis. Nous sommes dans les années 1890. La France de la Troisième République est sur un fil. D'un côté, un nationalisme exalté, alimenté par la perte de l'Alsace et de la Moselle face à l'Allemagne. De l'autre, une montée en flèche de l'antisémitisme. Vous imaginez un cocktail explosif. Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Ajoutez à cela, une presse libre mais très partisane. Des journaux nationalistes diffusant des théories du complot sur les Juifs, et voilà un terrain fertile pour une erreur judiciaire qui va prendre des proportions époustouflantes. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, un officier prometteur, est accusé d'avoir transmis des informations secrètes à l'Allemagne. Preuve solide? Pas vraiment. Le dossier repose sur un bordereau griffonné et c'est tout. Ce bordereau était une lettre missive déchirée en 6 morceaux, écrite sur du papier pur, non signé et non daté. Elle est adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne. Elle indiquait la transmission imminente de documents militaires confidentiels à une puissance étrangère. La découverte du bordereau en septembre 1894 par les services de renseignement français a déclenché l'affaire. Madame Bastian, employée comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, mais en réalité membre des services d'espionnage, l'aurait récupéré dans une corbeille de l'ambassade et transmis au commandant Henri. L'écriture du bordereau a été attribuée à tort à Alfred Dreyfus, conduisant à son arrestation. Ah, j'oubliais, il était juif. Et ça suffisait pour beaucoup à l'époque. Résultat, condamné au bagne à perpétuité. Destination, l'île du diable, un véritable enfer sur terre. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là si un héros inattendu n'était entré en scène, le lieutenant-colonel Picard. Il remet en doute l'authenticité du bordereau et la culpabilité de Dreyfus. Picard remarque que l'écriture du bordereau correspondait à celle du commandant Ferdinand Walsin-Esterhazy. Il le soupçonnait depuis un moment après avoir récupéré une lettre prouvant sa correspondance avec l'attaché militaire allemand. Mais le commandant Henri, pourtant l'adjoint de Picard, mais jaloux, mène de son propre chef une opération d'intoxication visant à compromettre son supérieur. Afin de protéger Esterhazy et discréditer Picard, le commandant Henri a fabriqué un faux document impliquant Dreyfus. Et que fait l'armée quand Picard dénonce Esterhazy? Elle mute Picard en Afrique, bien sûr dans l'intérêt du service. Quant à Esterhazy, il est quand même jugé car de plus en plus de gens se posent des questions, mais protégé par l'état-major et donc par le gouvernement, il est acquitté pour étouffer l'affaire. Pas mal pour un traître avéré. L'armée française a couvert Esterhazy pour plusieurs raisons, toutes liées à la volonté de protéger sa réputation et d'éviter de reconnaître une grave erreur judiciaire. D'abord, l'antisémitisme. L'armée française de l'époque était imprégnée d'un fort antisémitisme. Accuser un officier juif comme Dreyfus était plus facile et plus acceptable pour certains que de reconnaître la culpabilité d'un officier catholique comme Esterhazy. La peur du scandale et la protection de l'image de l'armée. L'affaire Dreyfus avait déjà terni l'image de l'armée. Reconnaître qu'ils avaient condamné un innocent et protégé un coupable aurait été un scandale immense qui aurait sapé la confiance du public dans l'institution militaire. Le gouvernement, soucieux de maintenir l'ordre et la stabilité, a soutenu l'armée dans sa décision de couvrir Esterhazy. Mais la mécanique s'emballe lorsqu'Émile Zola, écrivain imminent, publie son célèbre J'accuse. Dans cette lettre ouverte, il dénonce l'injustice, les manipulations et l'antisémitisme systémique. Courageux? Oui. Imprudent? Aussi, car Zola sera condamné et forcé à l'exil en Angleterre. En 1899, le scandale atteint son apogée. Un nouveau procès s'ouvre pour Dreyfus à Rennes. L'épreuve? Toujours aussi bidon. Verdict? Coupable. Mais cette fois, la pression publique force le président de la République à gracier Dreyfus. Une victoire amère. La grâce, ce n'était pas suffisant. En 1906, soit 12 ans après le début de l'affaire, la Cour de cassation finit par annuler le verdict et proclame l'innocence de Dreyfus. Il est réintégré dans l'armée avec le grade de lieutenant-colonel. Quant à Picard, il est enfin réhabilité et promu général. Ouais, mieux vaut tard que jamais, non? Mais cette affaire a laissé des cicatrices profondes. Elle a exposé au grand jour les travers de la société française, un antisémitisme rampant, des institutions corrompues et une justice souvent aveugle. Pourtant, elle a été aussi un catalyseur pour des réformes essentielles dans l'armée et la justice. Et Zola, dans tout ça, son écriture a changé le cours de l'histoire, mais à quel prix? Il a été condamné, exilé, insulté dans la presse. En 1902, il meurt à 62 ans dans des circonstances troubles. Un empoisonnement au monoxyde de carbone. Accident, vraiment? En 1953, un témoin affirmera que c'était un assassinat orchestré par des anti-dreyfusards. La vérité?
elle reste toujours enfouie. Mais ce qui est certain, c'est que Zola est devenu un symbole, celui d'une plume qui dénonce l'injustice coûte que coûte. Et au final, si l'affaire Dreyfus a réalisé une chose, c'est que la vérité triomphe, même si elle prend son temps. Alors qu'en pensez-vous? Cette affaire résonne encore aujourd'hui dans un monde où les fake news et les divisions persistent. Prenez l'exemple de la désinformation autour des élections présidentielles dans plusieurs pays, où des mensonges éhontés ont influencé des millions de votants. On vient encore de le voir aux USA. Ou encore des théories du complot sur des sujets aussi variés que la santé publique. Rappelez-vous de la crise du Covid et de tout ce qu'on a pu entendre, ou encore dans les événements internationaux comme la guerre en Ukraine ou le conflit Israël-Hamas. Ce que l'affaire Dreyfus nous rappelle, c'est que la vérité a besoin de voix courageuses pour émerger. Tout comme Zola l'a fait il y a plus d'un siècle, nous devons aujourd'hui plus que jamais développer un esprit critique et rechercher des sources fiables. D'ailleurs, si vous voulez comprendre le phénomène qui fait que certaines personnes racontent tout et n'importe quoi, notamment sur les réseaux sociaux, je vous encourage à aller voir cette vidéo où j'explique tout le processus de ces spécialistes en tout et où je parle également des différentes sources d'informations et de leurs valeurs.